Salut, on est là aujourd'hui pour parler du Seigneur des Anneaux. En effet, vous étiez justement plusieurs à être contents quand j'ai fait l'annonce que j'allais faire une vidéo rétro série film sur le Seigneur des Anneaux. J'avais hâte aussi de tourner cette vidéo pour qu'on parle ensemble de cette saga mythique. Donc on va commencer maintenant. Il existe une terre de légende où une quête pour sauver le monde prend place. Bienvenue dans la Terre du Milieu, le monde magique créé par J.R.R. Tolkien. Une terre où se déroule l'une des sagas les plus emblématiques de tous les temps, la trilogie du Seigneur des Anneaux. La trilogie réalisée par Peter Jackson nous plonge dans un univers fantasy peuplé de hobbits, d'hommes, d'elfes, de nains, de magiciens et de créatures maléfiques. Au cours de cette épopée, une communauté va devoir faire en sorte de détruire un anneau maléfique qui pourrait détruire le monde à jamais s'il revenait dans les mains de son maître. Un anneau pour les gouverner tous, et dans les ténèbres, les lier. Le Seigneur des Anneaux est une trilogie cinématographique américano-néo-zélandaise de fantasy réalisée par Peter Jackson et fondée sur le roman du même nom en 3 volumes de J.R.R. Tolkien sorti de 1954 à 1955. Les 3 films composant cette trilogie sont 1. La communauté de l'anneau sorti en 2001, 2. Les 2 tours sortis en 2002 et 3. Le retour du roi sorti en 2003. Les versions longues qui sortaient après les versions cinéma également sortaient chacun 1 an après la sortie du film original. C'est un univers que j'ai agréablement kiffé quand j'étais enfant. Effectivement, c'était un univers tellement riche, tellement marquant. Quand je pense par exemple à la communauté de l'anneau, on avait la fameuse scène avec Gandalf contre le Balrog. Je suis un serviteur du feu secret, détenteur de la flamme d'Anon. Le feu sombre ne vous servira à rien, flamme doudoune. Repartez dans l'ombre. Les scènes de la Moria, quoi, je veux dire, parce que c'est pas juste le Balrog contre Gandalf, c'est vraiment toutes les scènes qu'il y avait à la Moria qui étaient vraiment mémorables, où on avait justement les Nazgûl qui apparaissaient, l'œil de Sauron, tous ces mystères qui étaient là, qui étaient autour justement des personnages. On était là justement à découvrir des peuples totalement différents, où par exemple à la comté nous avions les hobbits qui vivaient dans un monde un peu paisible, en fait vraiment genre dans quelque chose sans guerre, loin des conflits, loin des problèmes, avec une vie tout à fait banale, normale si je peux dire, qui vivaient de leur culture, etc. Vraiment quelque chose de très beau, de très charmant. Où là, nous avions plutôt à l'est, vraiment les hommes, que ce soit aussi bien au village de Bré où il y a des hommes, mais aussi bien justement le Gondor, ou même le Rohan par exemple avec les Rohirrim. Donc vraiment, on avait une multitude de peuples totalement différents, parce que forcément, Rohirrim c'était beaucoup sur la cavalerie, et le Gondor, sur les chevaux, pardon, et le Gondor c'était aussi quelque chose de totalement différent. Donc vraiment, on a plusieurs peuples avec des coutumes totalement différentes et des esprits totalement différents. Nous avions également les elfes qui, eux, étaient vraiment genre dans quelque chose de très poétique, de très beau, de très philosophique. Enfin, vraiment, chez les elfes, c'était quelque chose vraiment de magnifique qui était tellement bien retranscrit à l'écran, avec quelque chose de très magique, de très féerique, vraiment avec la langue elfique parfois qui était employée, les musiques qui avaient une identité aussi très visuelle, qui apportait quelque chose vraiment au visuel. Et après, nous avions les nains qui, eux, justement, vivaient beaucoup dans les montagnes, qui étaient donc du coup des grands mineurs, qui avaient créé de grandes cités, qui étaient à la chasse de l'or, de l'argent, etc., même du mithril, qui étaient capables donc du coup de concevoir de belles armures, etc. Donc c'est un univers qui était très très bien retranscrit au cinéma, bien que des puristes et des fans hardcore des livres de Tolkien n'avaient pas forcément aimé cette adaptation des livres, parce qu'il y avait certaines petites modifications.
Mais en tout cas, ces films m'avaient donné envie de lire les livres et ça a été une grande source d'inspiration pour les projets que j'ai pu mener et créer après, comme par exemple ma trilogie de littéraire, 2 livres de fantasy que je compte sortir prochainement. C'était vraiment des moments marquants où on avait vraiment le premier film sur cette communauté qui était ensemble, avec des personnes d'horizons complètement différents, qui essayaient justement de voyager ensemble. On avait donc du coup Frodon, Sam, Merry, Pipin, qui étaient vraiment 4 hobbits de la comté. Nous avions Gandalf, le magicien, nous avions Boromir, qui venait du Gondor, qui était un homme, Aragorn aussi, qui était un homme, qui était justement numénorien, et qui était c'était lui vraiment qui l'héritier d'Isildur, qui devrait justement un jour retourner à Minas Tirith pour prendre le pouvoir du Gondor. Nous avions Legolas, qui était un elfe, Gimli, qui était un nain. Donc vraiment, on avait tous ces personnages-là qui étaient vachement complémentaires. On n'avait que des personnages très intéressants, même Boromir dans le premier qui était mort à la fin. On se souvient tous de la flèche qui s'est pris à portée de bain, et puis Aragorn qui va, puis qui lui dit ouais, mon roi, et c'était tellement beau en fait, parce que en fait Boromir il sombrait un peu à cause de l'anneau, mais il a essayé à un moment de vraiment d'aider aussi les hobbits, et vraiment c'était des moments marquants qu'on avait dans le premier. On a eu le deuxième après ça, les 2 tours, qui a apporté aussi ces éléments marquants, avec l'arrivée aussi de Gollum qu'on voyait beaucoup plus, parce qu'on l'avait vu vite fait à travers une ombre dans le premier, dans la Moria. Bien que je me souviens plus si c'était sur la version courte ou la version longue, parce que maintenant je ne regarde que les versions longues, donc je sais plus. Mais en tout cas, oui, c'était vachement hyper sympa les 2 tours, avec notamment la grande bataille du gouffre de Helm, qui de souvenir n'a pas été tourné en nuit naturelle, je crois, peut-être en nuit studio, ou je sais plus, parce que justement il y a cet effet bleuâtre qui vient beaucoup dans les nuits qu'on appelle justement dans le cinéma, je crois, les nuits américaines, il me semble. En tout cas, que ça soit même aussi les Hunt avec Merry et Pippin qui sont dans la forêt, le retour de Gondalf, parce que c'est vrai que j'en avais pas parlé, mais la mort de Gondalf aussi nous avait choqué dans le premier, parce qu'on le voit tomber, on se dit waouh, un personnage comme ça qui meurt d'un coup. Vraiment. Même ceux qui avaient lu les livres à l'époque étaient choqués, comme je pense à George R. R. Martin, l'écrivain de Game of Thrones, qui lui, justement, ça a été le moment marquant de sa vie en termes de. En tant qu'écrivain, où en fait, où il a lu Les Seigneurs des Anneaux, il était choqué car on pouvait faire mourir un personnage comme ça. Ah, c'est ce qui l'avait inspiré justement pour la saga du Trône de Fer. Et je pense notamment aussi que les œuvres de Tolkien ont inspiré énormément d'autres projets, Warhammer, Warcraft, The Elder Scrolls. Mais bref, pour revenir aux 2 tours, du coup, on était là vraiment sur plusieurs voyages entre Frodon qui essayait d'accéder au Mordor et qui tombait aussi un moment sur le frère de Boromir. Plus on avait les Nazgûl qui là dans le premier étaient en chevaux noirs, là maintenant étaient sur des créatures noires ailées vachement terrifiantes qu'on appelait les Fellbeast, genre ombre ailée en français ou coursier ailé si je me trompe pas. Intéressant aussi du point de vue du coup de la venue de ces Nazgûl avec Frodon, Merry et Pipin qui eux étaient avec les Ents prêts justement à essayer de faire en sorte que les Ents puissent attaquer la tour de Saruman. Et du coup on avait Aragorn, Legolas et Gimli qui étaient eux au Rohan pour aider le roi Théoden pour évacuer justement Edoras pour aller au gouffre de Helm. C'est là où on avait cette fameuse bataille où même on avait Gandalf qui arrive à la fin avec la grande armée et la lumière pour descendre sur les Uruk-hai. Uruk-hai qui étaient aussi vraiment des orques vraiment trop stylés, ultra puissants et badass. Le roi Théoden fait face seul. Non, pas seul. Rohirrim! Et Homer. Pour le roi! Après ça, nous avions eu justement après le retour du roi qui lui offrait ces moments mémorables. Quand je pense par exemple sur la bataille du champ du Pelennor, où on a le Théoden qui est avec son cheval et puis qui crie et qui dit « À mort !» La musique qui te fait frissonner tous tes poils de ton corps, etc. Toute ta peau qui est là où tu vois genre, la grande charge des cavaliers qui descend. C'était un moment mais tellement impressionnant qui nous a tous fait rêver à l'époque.
entre ça, pour Frodon de Aragorn, quand ils courent tous contre l'armée du Mordor qui est sortie pour faire en sorte que Frodon puisse aller jusqu'à la montagne du destin. Pour Frodon. Nous avions aussi justement là-bas la confrontation entre Frodon et puis Gollum pour détruire l'anneau. Au moment où Frodon est censé détruire l'anneau, puis qu'il dit l'anneau est à bois et qu'il le bat, on se dit waouh non, qu'est-ce qui se passe et tout. Enfin, que des moments incroyables aussi. L'araignée aussi dans les tunnels. The ring is mine. Aragorn qui devient roi, Arwen qu'on revoit revenir un peu aussi, Elrond qui ramène l'épée, enfin je veux dire l'épée reforgée, ça c'est, je veux dire c'est tous des moments qui étaient incroyables aussi quoi. Les défis entre Gimli et Legolas, parce qu'ils faisaient des défis, ils comptaient le nombre d'orques qui tuaient. Je me rappellerai toujours de cette scène où il y a Legolas qui défonce un Anumakil, je crois, et qui tombe, qui longe justement la rampe de ce gros olifant. Comme ça, et qui descend, puis qui Gimli le regarde, il fait ça ne compte quand même que pour un. Enfin, vraiment, c'était hyper drôle, quoi. Tout ce qui se passe à Minas Tirith, enfin, je veux dire, il y avait tellement de moments marquants, des moments vraiment. Waouh, c'était le retour du roi, c'était la grande claque, c'était la finalité de toute une histoire. Donc vraiment, même à l'époque, je veux dire, les effets spéciaux, tout le budget qu'il y avait, je veux dire, c'était spectaculaire, c'était grandiose. Les versions longues étaient vraiment hyper cool, et beaucoup de gens, maintenant, je ne jure que par les versions longues. Donc vraiment, on a la communauté de l'anneau avec sa version longue qui dure plus de 3 heures aussi, sur les deux tours plus de 3 heures, et on a la version longue du Retour du Roi qui dure 4h12. Et là, vraiment, on est sur pas mal de scènes vraiment cool. Enfin, moi, personnellement, je me vois plus jamais remater les versions courtes, parce que les versions longues, j'adore. Et je pense notamment à la version longue dans Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, à la Porte Noire, scène qui était vraiment cool. Ou aussi à Minas Tirith quand Gandalf avance et puis qui en fait qui se font genre prendre à surprise par justement le roi Dagmar qui est justement le chef des Nazgûl quoi. D'ailleurs, c'est vrai que j'en avais pas parlé là dans la scène fameuse du Retour du Roi, mais on a complètement oublié de parler aussi bien de la mort de Saruman qui était épique et se fait poignarder dans le dos dans la version longue, mais la mort du roi sorcier Dagmar par Éowyn qui est vraiment incroyable quoi. Je veux dire, Esbat est là, pauvre fou, aucun homme ne peut me tuer. Il y a Merry qui arrive, qui met un coup de couteau, et là d'un coup elle enlève son casque et dit je ne suis pas un homme, et bam, une épée dans la tronche et il détruit. Ah vraiment c'est... I am no man. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans l'univers de Tolkien, pour parler au plus large et pas forcément que des films, mais c'est vraiment cet aspect que même la plus petite chose peut réussir des trucs, en parlant des hobbits, vraiment que c'est les plus petits êtres qui arrivent à faire quelque chose. La sensibilité par rapport aux arbres, par rapport à la nature, Éowyn qui est justement femme, qui est un peu mis de côté, mais qui veut aller à la guerre, qui là détruit un grand sorcier qui a tué pas mal d'hommes dans sa vie et qui arrive à le tuer. Je veux dire, il y a beaucoup de messages positifs, donc quand je parle de ça, je parle parce que justement, on aime bien à notre époque un peu critiquer le film du passé en disant qu'ils apportaient rien, en disant que ce soit même les livres, etc. Alors que non, ils étaient vraiment dans des discours assez sincères parfois, et on le voit aussi avec Le Seigneur des Anneaux. Alors on va parler maintenant de tout ce qu'il y a autour du film, la production et tout le reste. La musique d'Hans Zimmer, franchement, était incroyable. La BO du Seigneur des Anneaux, franchement, qu'est-ce que je peux l'écouter assez souvent dans ma vie. J'adore ces sons qui ont été produits, et j'adorais un jour voir vraiment le Seigneur des Anneaux en ciné-concert. Franchement, j'adorais parce que quel orchestre de malade, quel son de malade, quoi. Vraiment, c'est des musiques, mais qui restent dans la tête, et surtout dans la culture populaire. C'est en 1994 qu'il vient l'idée à Peter Jackson de réaliser un film sur le premier bouquin Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Un pari osé qu'il a défendu bec et ongle. Après avoir refusé l'offre de Miramax, qui eux justement voulaient en faire un seul et unique film, le réalisateur présente justement son projet à la maison de production Fine Line,
et au directeur New Line. En leur présentant un petit film en images de synthèse, il parvient à les convaincre du potentiel d'un tel défi. C'est là que commence le début d'une grande aventure. Ce projet est considéré comme l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire du cinéma, avec un budget de 285 millions de dollars. Il a commencé à être développé par Peter Jackson en 1995. Le projet entier durera 8 ans, bien que le tournage des films se déroulera simultanément entre octobre 1999 et décembre 2000, et eut lieu entièrement en Nouvelle-Zélande. Bien que les films suivent l'histoire des romans d'une manière assez générale, ils omettent certains éléments et en rajoutent d'autres. Les 3 films ont été un grand succès commercial, rapportant au total presque 3 milliards de dollars lors de leur sortie dans les salles. Ils ont généralement reçu des critiques très positives et ont été fortement récompensés, remportant notamment 17 Oscars sur 30 nominations. Le dernier film, Le Retour du Roi, sera récompensé de 11 Oscars sur lesquels il était nommé, égalant Ben-Hur et Titanic en termes justement de films les plus oscarisés de l'histoire du cinéma. Les films ont aussi également apporté un regain d'intérêt pour les œuvres de Tolkien et une reconnaissance du grand public, malgré certaines controverses par rapport à la différence qu'il peut y avoir entre les livres et les films. Alors les chiffres qu'il y a autour de la saga du Seigneur des Anneaux. 860 millions de recettes dans le monde, 6,8 millions d'entrées en France pour la communauté de l'anneau, 910 millions de recettes dans le monde et 6,9 millions d'entrées en France pour les 2 tours, 1,142 milliards dans le monde et 7 millions d'entrées en France. Pour Le Retour du Roi, 300 millions de dollars de budget pour la trilogie, 915 000 mètres de pellicule utilisés, oui j'avoue que c'est un chiffre qui me choque aussi, 48 000 pièces d'armes et d'armures fabriquées, 45 000 éléments de costume, 10 000 masques, 2 000 armes, 1600 paires de pieds de Hobbit, qu'à 700 acteurs sur certaines scènes, 550 heures de making-of, 350 décors construits et plus de 100 lieux de tournage, 274 jours de prise de vue principale, qu'à 250 chevaux pour une scène, 15 mois de tournage et 7 ans de développement. 13 nominations aux Oscars et 4 statuettes, meilleure musique, meilleur effet visuel, meilleur maquillage et meilleure photographie. Le Seigneur des Anneaux, je vais vous lire le dossier de presse Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, avec les mots du cinéaste Peter Jackson. J'ai consacré ces 7 dernières années de ma vie à écrire, réaliser et produire la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ce fut une odyssée épuisante, finalement assez proche de celle de nos personnages. Frodon et Sam avec peu de sommeil, une vie qui n'a plus rien de normal et de nombreux moments où l'on se demande si on arrivera un jour au bout. Aux 2 années de pré-production ont succédé 274 jours de tournage, eux-mêmes suivis par 3 ans de post-production. Chaque étape du processus de création apportait son lot de défis, pour lesquels le plus souvent la solution était à inventer. Régulièrement une question me revenait. N'aurait-il pas été préférable de faire autre chose que le Seigneur des Anneaux ? La réponse a toujours été non. D'abord parce que j'ai eu la chance de travailler avec certains des acteurs et des techniciens les plus talentueux que l'on puisse trouver dans le monde. Pendant toutes ces années, chaque jour m'a prouvé que nous partagions une véritable passion pour l'œuvre de J.R.R. Tolkien. Cet amour nous a donné l'énergie, le courage de tout surmonter. Il nous a poussés à donner le meilleur de nous-mêmes pour ces films. Je serai éternellement reconnaissant à New Line Cinema de m'avoir offert la chance de porter à l'écran ma vision du Seigneur des Anneaux. Le professeur Tolkien a dit autrefois que la marmite de soupe, le chaudron de l'histoire, a toujours bouillonné et qui ont été continuellement ajoutés de nouveaux ingrédients, délicats ou moins raffinés. À présent, je suis heureux de laisser ces films vivre leur vie dans ce monde et devenir ce que cette génération ou les prochaines voudront faire d'eux. Que ma contribution soit en fin de compte jugée délicate ou moins raffinée, n'est pas l'essentiel pour moi. Désormais, elle existe. La trilogie ne m'appartient plus. Elle est maintenant entre les mains de ceux pour qui ces films ont été faits. Les gens qui aiment ces livres et ont toujours aimé le cinéma. D'autres anecdotes, il faut savoir que de base, Elijah Wood n'était pas censé jouer Frodon. En effet, Peter Jackson souhaitait engager justement des acteurs britanniques pour jouer les Hobbits. L'acteur américain désirait tellement jouer le rôle qu'il a tout fait en sorte pour modifier son accent américain. Pour convaincre le réalisateur, il lui a envoyé une cassette justement avec un bout d'essai. Dans cette cassette, il était habillé en Hobbit justement et marchait sur les collines. Et c'est là que Peter Jackson avait enfin trouvé son Frodon Sake. Christopher Lee de base voulait jouer Gandalf, c'était pour ça qu'il avait positionné. En fait, c'était positionné pour jouer Gandalf, mais les cascadeurs ont vu que par rapport à son âge assez avancé, il était peut-être difficile pour lui de jouer un personnage de ce rang.
Donc il a dû jouer Saruman là où Peter Jackson le voulait depuis le début. Il faut savoir que Peter Jackson est apparu 2 fois dans les films de Seigneur des Anneaux. Une première fois dans la communauté de l'anneau dans le village de Bray, où il joue un villageois, et dans le deuxième Les Deux Tours, où là il jouait justement un soldat lors de la bataille du gouffre de Helm. Apparemment, Elijah Wood et Sam Astin seraient les meilleurs amis du monde. En effet, le duo qu'ils formaient, Frodon et Sam, dans le Seigneur des Anneaux, les a pas mal reprochés, et apparemment maintenant ça serait de grands amis. Viggo Mortensen était vraiment appliqué à fond justement sur le rôle de son personnage. En effet, il se déplaçait partout avec son épée, il réalisait toutes ses cascades, et en plus de ça, à un moment il s'était pété une dent lors d'un tournage, et qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé de la colle pour recoller la dent pour tout de suite retourner en tournage. Et il a également aussi à un moment une fameuse scène où je sais pas si vous vous souvenez, mais il shoot dans le casque d'un Uruk-hai et là il se met à hurler. Bon, faut dire en fait qu'il avait vraiment shooté, que c'était vraiment explosé le pied, je crois même que c'était cassé l'orteil ou un truc comme ça. Et donc du coup quand il a hurlé, c'était vraiment les tripes qui sortaient parce que le pauvre avait vraiment douillé. Dans les films, quand les orques justement sont combattus, ils avaient leur sang a été modifié par du sang noir justement pour éviter justement la censure que pourrait pu avoir le film. Il faut savoir aussi que des kilomètres de moquettes ont été faits justement pour pas détériorer la nature. Des endroits immaculés et vierges de toute civilisation, où furent tournées justement certaines scènes des films. Je trouve ça vraiment bien d'avoir voulu justement respecter cette nature et franchement c'était vraiment cool de faire ça. Gollum aussi a été incroyable grâce justement à Andy Serkis qui vraiment était à fond dans son personnage. Il a retourné toutes les scènes en studio qu'il avait fait justement en costume soit vert ou bleu, je sais plus. Donc vraiment il était vraiment impliqué dans ce qu'il faisait. George Lucas a aussi aidé l'équipe par rapport avec la méthode de prévisualisation, qui est une méthode justement pour visualiser en amont justement les grosses scènes difficiles du film. Donc justement l'équipe de Peter Jackson avait été invitée au fameux ranch Skywalker pour parler de tout ça avec le papa Lucas. Pour illustrer à l'écran justement la différente taille entre les hobbits et leur homologue humain, l'équipe avait utilisé également justement des perspectives forcées, plaçant les personnages plus grands au plus près de l'objectif pour les faire paraître plus imposants que les semi-hommes. Avec aussi une petite astuce, un système de plateforme et de poulies permettait aux comédiens de bouger en même temps que la caméra pour maintenir cette perspective forcée. On avait également des comédiens sur échasse, des doubleurs aussi de très grande taille et des personnes de plus petite taille justement pour refaire certaines scènes en termes de doublure. Le tournage n'a pas été aussi éprouvant physiquement pour les acteurs, il a été aussi mentalement. En effet, certains ont dû parler justement l'elfique. Ils ont disposé justement de l'aide d'André Jacques, un répétiteur dialecte et langue inventée, qui leur a enseigné justement la phonétique pour donner vie justement à cette langue qui était vraiment étrangère pour eux, parce que forcément c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas vraiment entendu, parce que c'était une langue créée justement par Tolkien. Depuis, l'œuvre a été vraiment genre quelque chose de mémorable dans l'histoire du cinéma et dans la pop culture, que ce soit avec leur musique, le thème phare qui est dans la tête de beaucoup de personnes, soit en termes de produits dérivés, parce que ça apportait énormément de produits dérivés. Mais les produits dérivés, on avait également des jeux à gratter à l'époque qu'on pouvait trouver dans les bureaux de tabac. J'avais une grosse collection de jeux à gratter le Seigneur des Anneaux qui a disparu malheureusement avec le temps. Il y a eu énormément de choses, parce qu'on a eu les DVD, on a eu après les coffrets Blu-ray, les coffrets 4K maintenant, avec les versions longues en 4K qui apportent vraiment un grand plus. On avait aussi également à l'époque des beaux coffrets DVD où justement on avait des répliques. À un moment on avait Nina Stirith pour le Retour du Roi, on avait Gollum pour les Deux Tours et on avait justement pour la statuette des anciens rois, je sais plus, à un moment quand ils sont sur le fleuve dans la communauté de l'anneau. Donc non, vraiment, ça apportait aussi énormément de produits dérivés. Je veux dire, il y a beaucoup de gens maintenant qui ont une petite réplique de l'anneau chez eux. Beaucoup de jeux vidéo, parce qu'il y a eu des jeux vidéo vraiment sympas. Si par exemple on peut parler des jeux vidéo adaptés de films, généralement c'est pas tout souvent ça. À un moment ça se faisait beaucoup, les films, il y avait beaucoup de jeux vidéo par rapport aux films qui sortaient. Et là je pense par exemple à l'époque de la PS2, GameCube, etc. La Xbox, on avait les Seigneurs des Anneaux qui étaient hyper bons sur PlayStation 2, vraiment c'était hyper agréable à jouer. On avait aussi la version Game Boy Advance des Seigneurs des Anneaux qui était aussi hyper cool, qui changeait un peu. Et on avait également après eu le Seigneur des Anneaux, le tirage, qui était lui un jeu tour par tour, un peu comme Final Fantasy, un RPG tour par tour, qui lui apportait justement des histoires un peu genre annexes, qui se passaient un peu sur le côté des films Seigneur des Anneaux, qui étaient connectés, mais avec des personnages totalement différents. Le tirage sur Game Boy Advance était complètement différent, où là on était plutôt axé sur un jeu à tour par tour avec un choix de cases. Enfin vraiment c'était un jeu vraiment très agréable, le tirage sur Game Boy Advance, mais complètement différent. On avait également les jeux justement La Bataille pour la Terre du Milieu sur PC, qui eux justement étaient plutôt des jeux axés stratégie. Donc qui était vraiment sympathique aussi à jouer. Nous avions eu la Bataille pour la Terre du Milieu 1 et donc du coup la Bataille pour la Terre du Milieu 2. Après ça donc on a eu pas mal de jeux aussi avec la quête d'Aragorn et Bilbo le Hobbit et tous les jeux qui sont arrivés petit à petit.
Et par la suite, on a eu le droit au Hobbit, qui justement est le préquel du Seigneur des Anneaux, qui a été lui aussi réalisé en 3 films. Et après, justement, on a eu les Anneaux de pouvoir récemment sur Amazon et des futurs projets qui vont revenir avec Peter Jackson et plein d'autres personnes. Je pense notamment au film Gollum. On va voir War of Rohirrim qui va sortir en film d'animation cette année. Donc vraiment, le Seigneur des Anneaux et son univers de la Terre du Milieu de Tolkien revient en force et ça fait vraiment plaisir à partir du moment où c'est respecté. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Oublie pas aussi que j'ai un Discord qu'on essaye de faire vivre avec différentes catégories, différents salons pour pouvoir parler, échanger ensemble et partager de nos passions. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à venir me suivre également sur mes réseaux sociaux. Je partage régulièrement mes achats de figurines sur Instagram. Je partage aussi également sur X et je partage des vidéos sur TikTok. C'était Lord Swordgun, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo rétro série film. Salut!